Alors son père s'aperçut que vraiment, il étudiait très bien et y passait tout son temps, mais qu'il ne profitait en rien. Et ce qui est pire, il en devenait fou, niais, tout rêveur et rassauté. En s'en plaignant à don Philippe de Marais, vice-roi de Papelikos, il apprit qu'il vaudrait mieux pour lui ne rien apprendre, plutôt que de tels livres sous de tels précepteurs, car leur savoir n'était que bêtise, et leur sagesse que rembourrage abâtardissant. Les bons et nobles esprits, et corrompant toute la fleur de la jeunesse, prenez, par exemple, dit-il, un de ces jeunes du temps présent, qui ait seulement étudié 2 ans, au cas où il n'aurait pas un meilleur jugement, de meilleures paroles, un meilleur discours que votre fils, et une meilleure conversation et de meilleures manières en société. Tenez-moi à jamais pour un taille-jambon de Brenne. Ce qui plut bien à Grand Gousier, et il commanda qu'on fasse l'épreuve. Le soir, en soupant, Desmarets présenta un de ses jeunes pages à Villegongy, nommé Eudémon, si bien peigné, si bien tiré, si bien épousseté, si élégant en son maintien, qu'il ressemblait bien plus à un angelot qu'à un homme. Puis il dit à Grand Goussier, voyez-vous ce jeune enfant? Il n'a pas encore 12 ans. Voyons si bon vous semble la différence entre le savoir de vos rêveurs docteurs, est-ce folie du temps jadis, et les jeunes de maintenant. Laissez plutôt à Grand Goussier, et il ordonna que le page fasse le premier discours. Alors Odémon demanda la permission de le faire au vice-roi son maître. Le bonnet au point, le visage ouvert, la bouche merveille, les yeux assurés et le regard posé sur Gargantua. Avec une modestie juvénile, il se tint debout et commença à le louer et magnifier. Premièrement de sa vertu et de ses bonnes mœurs, secondement de son savoir, troisièmement de sa noblesse, quatrièmement de sa beauté corporelle, et pour le cinquième point, il l'exhortait doucement à révérer son père en tout point, lui qui prenait tant de soin pour le faire instruire, et enfin il le priait de bien vouloir le retenir comme un de ses très humbles serviteurs, car il ne demandait maintenant d'autres dons des cieux, sinon d'en recevoir la grâce de lui complaire dans quelque service agréable. Le tout fut proféré avec des gestes si adaptés, une prononciation si distincte, une voix si éloquente et un langage si orné et de si bonne latinité, qu'il ressemblait mieux à un Gracchus, un Cicéron ou un Émilius du temps passé, qu'un Jouvenceau de ce siècle. Mais toute la contenance de Gargantua fut de se mettre à pleurer, comme une vache, et de se cacher le visage de son bonnet, et il ne fut pas possible d'en tirer une parole, non plus qu'un paix d'âne mort.